OK, du coup, je vais vous présenter un rapport que j'ai trouvé très intéressant. Alors attendez, je vais vous le mettre en plein écran, je vais vous le partager. Touc, touc, touc. OK, ce rapport, il est de chez, Binance Research. Vous voyez, Binance fait pas que des mauvaises choses, ils font aussi des très bons rapports de recherche que je vous invite à lire parce qu'en fait, ils sont assez complets. C'est souvent des introductions au sujet, hein, il pourrait aller plus loin. Mais là, ça m'a permis, moi, en tout cas, de découvrir, j'en avais entendu parler, mais de découvrir plus en profondeur le secteur de la recherche décentralisée, ce qu'on appelle le DESCI. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce réellement, mais je le prononce DESCI. Ce rapport, il fait 17 pages et je vous ai mis, en fait, quelques notions en surligné qui me paraissaient vraiment importantes. Sachant que ce secteur-là, je ne suis pas du tout du milieu médical. Donc, peut-être que certaines fois, je vais avoir des approximations. Et si vous êtes du milieu médical, bah, je vous invite en fait à contribuer à cette vidéo parce que voilà, l'idée, moi, c'est que je vous apporte la vue crypto, les réponses aux problématiques qu'il peut y avoir. Mais globalement, il y a des choses que je maîtrise pas bien. J'ai bossé dans des boîtes de chimie, donc je connais un peu le processus quand même sur la mise en circulation d'un nouveau médicament. Mais je ne suis pas scientifique de base. Je suis ingénieur, donc j'ai quand même une culture scientifique, mais je n'ai pas toutes ces notions de sciences, de biologie et ou autres, hein. Et il y a plusieurs problématiques qui sont soulevées dès le début du document. Et on les verra dans le fond. Mais en gros, ce qu'ils expliquent, c'est que le secteur de la recherche, vous avez deux grandes entités. Hop, je vais vous montrer ce graphe-là, je le trouve beaucoup plus intéressant. Vous avez d'un côté les académiciens et de l'autre côté l'industrie. Les académiciens, ils sont globalement payés, souvent par des gouvernements, et je l'ai vu, j'ai quelques personnes de ma famille qui font des doctorats, pour faire de la recherche. Le gros problème de ces recherches, c'est que souvent, elles n'aboutissent à rien ou rien de concret. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage complet entre le monde de l'industrie et le monde de la recherche. Et qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui d'arriver à faire le lien entre les deux. C'est ce qu'ils appellent la vallée de la mort, en fait. Et donc, il y a un institut qui a calculé ça, où ils estiment que 80 à 90 en fait, des projets de recherche vont échouer, en fait, même avant d'être testés sur des humains. C'est-à-dire que si, par exemple, vous recherchez pour un médicament, donc vous allez chercher une molécule et en général un principe actif, qui est la molécule qui va donner de l'efficacité au médicament. Par exemple, dans le Doliprane, c'est le paracétamol, qui est la molécule active. Ce qu'ils expliquent, c'est que, il y a vraiment un gros déchet entre ces 2. Et après, à chaque étape, en fait, du processus, il y a des revues. Quand vous mettez un médicament sur le marché, si je dis pas de bêtises, de mémoire, nous, il fallait entre 10 et 20 ans avant que le marché entre le moment où il y a eu la recherche et le moment où le médicament est commercialisé. Peut-être que ça s'est amélioré en termes de délai, mais à l'époque où je bossais dans une boîte de chimie, c'était comme ça. Et là, ce qu'il explique, en fait, c'est que, sur la plupart, en fait, des nouveaux ce qu'ils appellent les new drugs, c'est les nouveaux médicaments, qui te sont testés, il y en a que 0,1 qui va être approuvé au final, en fait. Et la plupart, en fait, des médicaments vont échouer sur la dernière phase expérimentale. Donc ça, c'est déjà le processus initial de mise en fonctionnement et donc il y a déjà un problème, en fait, de collaboration sur ce sujet-là. Et là, vous allez me dire: «OK, bah, qu'est-ce que peut faire la crypto dans ce domaine-là?» Et ça, on verra qu'il y a une partie qui est répondue par les DAO. Les DAO, c'est les organisations qui sont décentralisées. Après, ils ont calculé le coût pour mettre en place et pour, développer une nouvelle molécule pour qu'elle arrive sur le marché. Donc ici, c'est le nombre de nouvelles molécules par milliard de dollars injectés en R&D et on voit que le nombre de molécules a énormément diminué. Après, on se dit, bah, c'est normal au début, il y avait beaucoup plus de choses à découvrir, sachant qu'on a quand même beaucoup, découvert de choses, au 19e siècle, mais il y en avait encore beaucoup à découvrir et plus ça avance, plus ça devient compliqué de découvrir une nouvelle molécule qui change réellement les choses et qui a un impact qui soit vraiment important. Et donc, ce qu'ils expliquent, c'est qu'il y a une loi qui s'appelle la loi d'Hérôme, qui est la loi inverse de la loi de Moore, qui dit que le coût de développement d'une nouvelle molécule, d'un nouveau médicament, double tous les 9 ans.
et qu'aujourd'hui, vous voyez, on est sur des taux qui sont extrêmement bas par rapport à ce qu'il pouvait y avoir dans les années 1950-1960. On produit beaucoup moins pour le même coût. Et cet organisme, ce qu'ils ont estimé, c'est qu'il fallait 16 milliards de dollars environ pour développer une nouvelle drogue en 2043. Ça, c'est des estimations de coûts qu'ils ont fait par rapport à ce qui est aujourd'hui dans l'industrie pharmaceutique. Et le problème de cette approche-là, c'est que ce médicament qui va être mis en vente, il faut qu'il ait un impact qui soit assez important pour combler toutes les molécules qui ont été recherchées, ou du moins toutes les recherches qui ont été faites, qui n'ont pas abouti. Donc, il faut que votre 0,1% de médicaments qui est mis sur le marché vous rapporte largement plus. Et le problème de faire ça, c'est qu'il faut chercher des molécules qui vont impacter un maximum de personnes. Donc, toutes les maladies rares et tout ce qui va toucher des populations qui ont un pouvoir d'achat qui est plus faible, bah, globalement, il ne va pas y avoir de recherche dessus parce qu'il n'y a pas d'intérêt économique à mettre en place ce médicament. D'un point de vue sanitaire, c'est tout à fait c'est compréhensible. En fait, il faudrait justement mettre ce médicament sur le marché ou trouver cette nouvelle molécule, mais financièrement, ce n'est pas intéressant. Il y a également un troisième point qui bloque la finance, la recherche pardon, et la science, c'est bah, du coup le problème de fond. Donc, il faut des capitaux qui sont de plus en plus importants. Il y a un gros problème de collaboration entre les chercheurs et les cliniciens. Et ce qui fait que ce problème de collaboration entre les chercheurs et les cliniciens, déjà, il y a un problème de transmission d'informations, mais surtout, il y a un problème de réplicabilité et de reproductibilité. Et c'est ce qu'on appelle bah, la veille de la mort, comme je vous le disais. Parce que le problème, c'est que quand vous allez faire des tests dans un laboratoire, vous allez avoir des conditions qui sont très spécifiques, qui ne sont pas forcément reproductibles dans d'autres conditions. Je vous donne juste un exemple de quelqu'un que je connais qui a fait un doctorat. Pendant 3 ans, il a travaillé sur un capteur de pression, un espèce de transistor pour ceux qui ont fait un peu d'électronique. Pendant 3 ans, ils ont fait de la recherche dessus. Au bout de 2 ans et demi, ils se sont aperçus qu'en fait, il y avait des Japonais qui avaient déjà sorti un capteur de pression qui marchait 20 fois mieux que le leur depuis 1 an et demi. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont bossé pendant un laps de temps énorme pour faire un papier qui ne servira jamais à rien. Et ils ont été financés, ces gens-là. Et le problème, c'est que c'est dur pour eux parce qu'ils savent que le papier qu'ils vont sortir ne servira strictement à rien. Et on les a payés à faire un job qui n'est pas utile au final. Donc, tout le monde est perdant en fait sur ce secteur-là. Le problème également, c'est que ces papiers de recherche, pour être approuvés, il y a une revue qui est faite normalement par des pairs. Alors, il y a des revues scientifiques qui permettent de publier ces informations, qui sont normalement revues par des chercheurs et autres. Le problème, c'est que ce processus de revue, il est opaque aujourd'hui et il y a beaucoup de choses qui sont mises sous couvert, qui sont camouflées. Bah, des fois sur des problèmes de reproductivité, des fois parce que ça n'intéresse personne ou parce que ça va avoir un impact sur certaines structures qui ont des intérêts économiques. Et donc, on a besoin d'apporter cette transparence. Ça, c'est tous les éléments qu'on a pu avoir. Et comme je vous le disais, c'est que les scientifiques sont préoccupés par leurs découvertes et les cliniciens ils sont préoccupés par les soins des patients et les études cliniques. Et donc, ils ont besoin d'avoir cette transition entre les deux. Et le problème des recherches qui sont faites par les scientifiques, c'est qu'elles sont difficilement applicables directement sur l'être humain. Donc, ils vont travailler en 2 silos complètement communs et ils vont travailler sur des données qui vont être séparées, qui ne vont jamais être regroupées. Et le problème, c'est qu'ils estiment, bah, par exemple, que les études qui sont faites sur les animaux, bah, elles sont très, très difficilement reproductibles sur l'être humain. Ils estiment à 6%. Donc, tout ça, ça dresse un petit peu le tableau de tout ce qu'il peut y avoir, de toutes les problématiques de la science décentralisée. Aujourd'hui, ce marché de la science décentralisée, si on regarde d'un point de vue purement crypto, de la manière dont ils essaient d'y répondre, c'est à peu près 1,7 milliard. Ce qui n'est pas énorme. Il y a 57 projets qui sont dans la catégorie de CoinGecko. Je vais vous montrer. Là, sur CoinMarketCap, vous avez une catégorie. Vous voyez, même la capitalisation boursière, elle a même descendu depuis l'écriture de l'article. Je pense qu'on était plutôt à 1 milliard que vraiment... pardon, à 1 trilliard plutôt que à 1 trilliard, certes. Pardon. Du coup, voilà, vous avez toute la capitalisation. Et vous voyez, la plupart des cryptos sont quasiment mortes. Il y en a très peu aujourd'hui qui essaient de répondre
à une partie ou à l'ensemble de ces problématiques. À côté de ça, vous avez la DFAI, ce qu'on appelle la DeFi pour les agents AI, qui est du bullshit à 90%. Je ne dis pas que les agents AI ne sont pas utiles. Je dis juste que la DeFi couplée à des agents AI à l'heure actuelle avec les projets qui sont sortis, c'est du bullshit à 300%. Ne serait-ce que ça veut dire une capitalisation qui était beaucoup plus importante. Et c'est sorti beaucoup plus récemment. Et si on prend ne serait-ce que le secteur de l'AI, c'est 45, 47 fois plus important, alors que c'est sorti pareil beaucoup plus récemment. Donc c'est un secteur qui est en pleine innovation, mais qui va avoir besoin de beaucoup de temps pour mûrir. Donc faites attention avant de vous jeter sur ces projets-là. Et je le rappelle, c'est pas un conseil d'investissement. Je vous présente juste la thématique parce que je trouve que c'est intéressant et que je pense qu'il y a des vraies problématiques qu'on peut résoudre avec la crypto pour le coup et avec les blockchains surtout. Donc déjà, tout ce qui est coordination, comme je disais, ça peut être résolu avec de la DAO, des blockchains et des smart contracts. On a l'avantage d'avoir la traçabilité. On a l'avantage de pouvoir avoir des actions qui sont automatisées. On a l'avantage de pouvoir passer des infos. Si on stocke toutes les infos sur la blockchain, ben, on peut les partager. Et le gros avantage, c'est d'une DAO, c'est qu'on peut choisir les sujets sur lesquels on va travailler. C'est-à-dire que si les industriels disent OK, on a besoin d'un nouveau médicament contre le cancer, et ben on va focaliser nos recherches pour trouver une molécule qui soit fiable contre ce type de cancer très particulier. Et ce qui permet de mettre en lien les chercheurs avec les personnes à tester, les cliniciens qui vont pouvoir tester sur des êtres humains, jusqu'à la mise en place des produits par les industries. Et on peut travailler de manière beaucoup plus collaborative et beaucoup plus intelligente. Quand vous voyez ici le terme shared IP, c'est la propriété intellectuelle. Pourquoi aujourd'hui il y a des goulots d'étranglement à certains endroits? Parce qu'en fait, quand vous avez des labos qui ont une propriété intellectuelle qui est extrêmement forte dessus, ils veulent absolument pas la partager, au risque de perdre globalement leur rentrée d'argent. Parce que qui dit propriété intellectuelle dit que vous n'avez pas la capacité à copier cette molécule ou à copier ce médicament sans avoir des coûts à verser à l'entreprise initiale. Ce qui fait que la recherche et le développement est tourné sur l'argent généré et non pas sur la santé publique, ce qui devrait être la principale occupation. Et donc, l'idée, c'est de dire, OK, on va pouvoir tokeniser également cette propriété intellectuelle et la répartir de manière équitable entre les différentes personnes. Que ce soit les personnes qui vont participer pour les essais cliniques, parce qu'aujourd'hui, elles sont rémunérées de manière plus ou moins bien pour se faire injecter des produits, des fois qui sont catastrophiques, les chercheurs, les personnes qui ont investi de la communauté, qui ont donné des capitaux, donc ils ont un but qui va être commun. On va avoir également les entreprises qui vont mettre en circulation le produit, les cliniciens, donc tout le monde va y toucher sa part, y compris les personnes qui vont faire de la revue. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de pouvoir donner une incitation économique aux personnes qui vont faire de la revue de papier. Et à partir du moment où ces papiers sont publics, sont disponibles sur la blockchain, n'importe qui peut les regarder et n'importe qui peut les travailler et n'importe qui peut sortir des nouveaux produits. C'est-à-dire qu'à partir d'un papier clinique, on peut sortir peut-être plusieurs molécules différentes par différents cliniciens qui vont aller faire différentes recherches, qui vont faire ce lien entre les deux. Donc je trouve ça juste génial en fait. Et ça donne surtout de la transparence. Bien sûr, pour tout ça, il faut du stockage. Et aujourd'hui, on sait que la blockchain, elle est vraiment inadaptée à faire du stockage long terme. Donc, il y a quelques projets dont je parlerai un peu après, qui travaillent vraiment sur cet aspect stockage. On a Filecoin, Arweave, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a SIA, on a Chia de mémoire aussi. Donc voilà, vous en avez tout un tas. Si on va aller d'un point de vue vraiment crypto, ils ont découpé en plusieurs segments cet aspect science décentralisée, avec chacune des branches qui va répondre à un objectif. Comme on l'a vu, il y a des besoins qui sont différents. Donc, pour la partie levée de fonds, c'est ce qu'ils appellent la partie infrastructure. On a quelques plateformes qui sont disponibles. Pour la partie recherche, c'est plutôt de la communauté. Donc, se dire, OK, on va faire de la recherche en communauté. Et en fait, cette recherche en communauté, j'aime beaucoup parce qu'elle n'est pas nouvelle. Il y a quelques années, ils ont sorti un jeu qui s'appelle Foldit. Foldit, le principe, c'est que vous avez une protéine et vous allez plier cette protéine pour arriver à optimiser certains aspects. Je ne suis pas dans la science, c'est là où ça devient compliqué pour moi sur ces aspects-là.
mais ça a permis d'aider énormément les recherches. Et quand vous avez des milliers de joueurs qui jouent à ça, qui trouvent le pliage de la protéine qui est la plus adaptée pour répondre à certaines problématiques, bah, on fait de la recherche comme ça commune. Et vous avez un autre jeu qui s'est lancé, qui cette fois-ci a un lien avec la crypto, qui s'appelle EVE Online et qui a lancé ce qu'ils appellent le Project Discovery et qui a un peu la même idée, c'est d'aller participer à la recherche collaborative. Et je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il y a eu certaines recherches qui ont aidé à la recherche contre le cancer qui sont sorties de ce jeu-là parce que les gens étaient incités économiquement à faire des quêtes dans le jeu pour aller trouver des solutions à des problèmes scientifiques. Et c'est là où je trouve que c'est juste extraordinaire et que pour moi, on a la possibilité d'avoir une avancée qui sera vraiment importante en fait. C'est en faisant de la collaboration qu'on arrivera à avancer. Alors, je vais juste reprendre quelques questions avant de continuer. Euh, OK, il y en a pas. Bon, bah, très bien. Il y en a pas, je vais continuer du coup ma présentation. Hop. Donc, ce que je vous expliquais, c'est qu'il y avait plusieurs secteurs. On a les DAO parce que c'est extrêmement important qu'il y ait cette collaboration. On a vu que c'est un point qui est vraiment défaillant aujourd'hui dans la science actuelle. On a tout ce qui est, publication. Alors je vais essayer de zoomer un petit peu, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Hop, mince. Je crois que j'ai trop zoomé. Voilà. On a tout ce qui est, publication et revue des documents qui sont émis, des papiers de recherche. Tout ce qui est gestion de l'ensemble de ces documents, des datas, donc comme je disais, les blockchains de stockage, hem, le paiement aussi de ces données. Quand vous êtes utilisateur, OK, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont des montres connectées, qui ont des balances connectées. Quand vous montez sur votre balance connectée, ça vous indique vos taux de masse graisseuse, ça vous indique, votre taux d'eau, ça vous indique, votre poids, ça vous indique, votre graisse viscérale. Ces données, elles sont collectées par une entreprise. Ça serait normal que vous sachiez où est-ce qu'elles partent et que vous soyez rétribué pour ces données. Parce que ces données, elles vont alimenter des IA qui vont permettre de trouver des solutions. Donc aujourd'hui, il y a des marchés de données qui commencent à apparaître. Vous avez par exemple Ocean qui travaille sur ce sujet-là. C'est une catastrophe. La dernière fois que j'y suis allé dessus, ça fait quelques temps, mais c'est une catastrophe sur le marché des data. Donc ne vous jetez pas dessus en vous disant: «Ah, c'est révolutionnaire et autres». Allez-y doucement. Les autres projets, je ne les connais pas particulièrement, donc je ne peux pas vous donner là juste en fonction des pictos. Hem, donc voilà, chacune essaie de travailler un peu sur cette partie-là et par exemple, vous avez des projets comme Molécule et qui va travailler sur tout ce qui est propriété intellectuelle, justement sur ces actifs autour de la santé. Ils ont introduit 2 notions, l'IP-NFT qui est la pro je vais y arriver, qui est la propriété intellectuelle tokenisée, qui donne le droit aux détenteurs, bah, de toucher à un certain nombre de choses et après vous avez la possibilité même de le fractionner pour le répartir au sein d'une communauté. Donc ça, le projet s'appelle Molécule. Après, vous avez un projet qui s'appelle Bioprotocole, qui permet de créer des DAO en fonction des sous-branches scientifiques. Donc, par exemple, sur la longévité, donc ça s'appelle le Vita DAO. Vous avez sur la cryopréservation, donc vous savez, les gens qui se font geler en espérant se réveiller plusieurs centaines d'années après. Sur la perte des cheveux, toutes les personnes qui ont de la calvitie aujourd'hui, vous pouvez rejoindre la DAO. Ça, c'est une DAO qui va très bien fonctionner, je pense, en Turquie. Grosse blague, hein, ne prenez pas tout au premier degré. Et sur la santé des femmes, vous avez Athéna DAO, par exemple, et il en existe plein d'autres. L'idée étant de remettre au cœur du sujet le problème de santé ou le problème lié à la santé autour d'une DAO qui peut être influencée par les personnes de la DAO, soit des investisseurs ou que ça soit des, des scientifiques. Vous avez bio.xyz qui est un launchpad et pump.science qui, pareil, qui permet d'aller justement lancer des nouvelles plateformes sur cet écosystème de la science décentralisée. Et vous avez également des plateformes qui vont faire du crowdfunding. Ces deux plateformes marchent majoritairement sur du crowdfunding pour justement se dire, OK, aujourd'hui, vous avez une maladie rare,
voulez qu'il y ait des recherches qui soient faites dessus, bah, vous allez lancer une DAO sur cette maladie rare. Peut-être qu'il y a que 50 personnes qui sont affectées par cette maladie dans le monde, mais ça va permettre de récupérer des capitaux de partout et de pouvoir faire des recherches et d'aller peut-être jusqu'à un médicament pour soigner ou aider les personnes qui sont touchées par ces maladies rares. Bien sûr, du coup, dans ces cas-là, les chercheurs vont pouvoir être crédités et avoir une compensation financière sur leur contribution en fonction des revues de leurs pairs. C'est-à-dire que vous êtes chercheur, même si vous n'êtes pas payé par un grand labo, faites des recherches dans votre coin, vous apportez vos recherches, elles sont revues par des personnes et vous allez savoir vous financer. Donc tous les petits laboratoires indépendants qui font des recherches vont avoir la capacité de se développer beaucoup plus, ce qui est bien meilleur pour la recherche en fait. Plus vous êtes personne qui travaille sur un sujet, plus vous avez de chances de trouver une solution à ce sujet-là en fait. Donc tout ça, ça passe par des incitations économiques. Et donc vous avez par exemple un projet qui s'appelle les Research Hub qui travaille vraiment sur ce sujet-là. Tout ce qui est fragmentation de data, comme je vous l'expliquais, et le manque de transparence, et tout ce qui est consentement des données utilisateurs, et surtout de savoir ce qui en est fait, bah, il faut travailler sur des blockchains qui sont spécialisées dans le stockage de fichiers. Donc, vous en avez une, par exemple, qui s'appelle AminoChain, qui travaille justement vraiment avec les institutions médicales. Mais après, vous avez des blockchains qui sont plus traditionnels, comme Filecoin, Arweave ou Space and Time, qui, eux, font du stockage de data qui sont génériques, en fait, et ils ne sont pas spécialisés dans le médical, pour le coup. Aujourd'hui, il y a quand même quelques contraintes à ce développement, ne serait-ce que d'un point de vue DAO. C'est-à-dire qu'en fait, la légalité d'une DAO sur le médical, c'est quelque chose aujourd'hui qui doit être débattu et qui doit être amené en termes de régulation. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. On a un gros vide à ce niveau-là. Et donc, ça va mettre un peu de temps à avancer. Mais pour moi, je trouve que c'est un secteur qui est en plein essor, qui est en pleine évolution, que je trouve extrêmement intéressant. Je vous mettrai le lien du rapport dans la description. Et là, vous avez ici les éléments sur lesquels Binance s'est posé pour travailler ce rapport. Comme je vous le dis, je ne suis pas quelqu'un du milieu médical, donc peut-être que je vous ai donné quelques informations qui n'étaient pas exactes. N'hésitez pas à me compléter sur ces sujets-là. Côté médical, prévention et tout, c'est rassurant de vivre à notre époque. Oui, il y en a beaucoup qui travaillent sur la longévité, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ces sujets-là, mais ça apporte aussi tout un tas de questions qui sont beaucoup plus importantes. Heu, je te dis: «OK, on travaille sur la longévité». Aujourd'hui, on a une espérance de vie dans les pays, hem, occidentaux qui est à plus de 70 ans. De mémoire, je crois que c'est 77 pour les hommes, 83 pour les femmes. Ça bouge régulièrement, mais on est dans ces eaux-là à peu près. Demain, on passe à la longévité, de 80 ans en moyenne pour les hommes à 120 ans. Pour l'homme avec un grand H, hein. Je parle pas, ça va poser des problèmes. Le modèle sur lequel on est, c'est la condition dans laquelle on va être. Quand vous croisez des personnes qui sont centenaires, il y en a très peu qui ont une forme physique qui est, exceptionnelle. Si à 120 ans, on arrive à avoir une forme physique de comme on a 20 ans, oui, ça peut être intéressant. Par contre, la question, c'est les ressources sur la Terre. Qu'est-ce qu'on en fait? On est sur une planète où les ressources sont finies. Il y a tout un tas de choses qui se posent aussi derrière sur cette longévité. Est-ce que ça est réservé à une élite? Est-ce qu'il y aura plein de questions en fait à se poser ça? Et c'est un petit peu comme l'IA et l'éthique. Il y a beaucoup de questions sur lesquelles il faut se poser. Je pense qu'il y a des questions sur lesquelles il faut absolument pas débattre, heu, sur le fait que, il y a des maladies rares qui doivent être soignées ou du moins il faut accompagner les personnes sur le fait qu'elles souffrent en moins. Ça, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur ça. Mais après, il y a des questions où effectivement, heu tant que l'âge de la retraite est repoussé avec longévité, ça peut aller. Ouais, alors, voilà, en fait, toutes ces questions-là doivent se poser. Donc il y a des choses qui méritent d'être soignées, il y a des choses qui sont plus urgentes, on va dire. Et après, surtout, je pense que ce qui est le plus important, c'est surtout de donner l'accès à certaines populations qui aujourd'hui souffrent de maladies qui sont vraiment sérieuses et vraiment graves, à des produits qui soient plus abordables financièrement pour eux, pour les soigner. Quand on voit qu'il y a certaines maladies qui ont été éradiquées en Europe, qui subsistent dans certains pays, c'est pas comme si on n'est pas la molécule, en fait. C'est pas comme si on n'est pas les produits. C'est juste que le coût est devenu démesuré. Quand, il y a eu, aux US, une boîte qui s'amusait à
jouer sur le prix de l'insuline, c'est des gens qui meurent, en fait. L'insuline, les gens, ils ont besoin pour vivre, ceux qui sont diabétiques. C'est pas ils achètent pas ça, comme un paquet de bonbons, pour se faire plaisir, en fait. Donc voilà, c'est chacun voit ce qu'il veut, mais moi je pense que sur l'avenir, la science décentralisée, ça va évoluer. Après, c'est un secteur, là, on est vraiment early, hein, sur le sujet. Là, j'ai la bonne santé a malgré tout reculé de 63 à 62. Ouais, ouais, ça bouge et je sais que les écarts sont en train de se ouh pardon. Les écarts sont en train de se rapprocher entre les hommes et les femmes. Si c'est pour être un légume à 100 ans, autant short, je suis de ton avis, clairement. Mais chacun pense différemment. Après, la question c'est est-ce qu'on sera capable de maintenir ce niveau de santé, sur le long terme? Les diabétiques de type 1, oui, mais l'ensemble des USA sont en T2, cela se résout simplement en coupant la source du mal, les glucides. Ouais, ouais, non mais moi, je parlais de ceux qui n'ont pas le choix. C'est-à-dire que, quand tu as des problèmes de santé qui ne sont pas qui ne découlent pas de ton style de vie qui est malsain, c'est pas un choix, tu vois? C'est tu le subis et je parle plutôt de ces personnes-là. Après, certaines personnes vont me dire: «C'est horrible, il y en a qui choisissent pas de». On peut en parler et autres, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire. Mais oui, je suis d'accord avec toi, effectivement, c'est sûr, quand je parlais aux personnes pour l'insuline, c'est des personnes qui ont une hygiène de vie qui est propre et qui le subissent malgré eux. Voilà, c'était plutôt dans ce sens-là. Bonjour, vous pensez quoi de GameStop? J'ai vu qu'il y a des actions aussi, merci. Aucune idée. Aucune idée, je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est. Des projets, il y en a en permanence qui sortent, on peut pas tous les connaître les gars, il y en a des millions qui sortent, et arrête de poser la question, je vais te masquer. Si je réponds pas tout de suite, c'est juste que je suis en train de parler d'autre chose, en fait. On peut soigner le diabète depuis longtemps, mais un traitement sur 30 ans, ça rapporte tellement lourd, sujet que de la pharmacopée. Ouais, voilà, il y a aussi ce genre de sujet et après voilà, chacun a ses avis et contre ou pour, sur ce sujet-là. Mais effectivement, tant que la santé est drivée par l'argent, ça posera des problèmes sur la recherche, sur la mise en place de médicaments et autres. Mais à côté de ça, vous voyez, hein, je vis en Thaïlande, j'ai eu, affaire à des hôpitaux thaïs, ils sont très bien, et ça me dérange pas de payer ma santé et la santé a un coût financier et je suis prêt à l'assumer et je comprends que les personnes qui n'ont pas les moyens ne soient pas dans le même état d'esprit. Voilà. C'est quoi comme projet bio? Bah, c'est la DAO là. C'est celui qui fournissent des DAO. Attends, je te le retrouve dans le document et je te le remontre et c'est le Launchpad. Hop, attends. Je sais pas duquel tu parles parce qu'il y en a plusieurs qui s'appellent bio. Ça, c'est pareil, ils sont encore bien cassés le crâne. Si c'est celui qui est sur CoinMarketCap, je les ai pas creusés parce qu'en fait, il y a très peu de data dessus. Bio.xyz, c'est un launchpad. Après, tu as Bioprotocol qui fait des DAO. Donc, est-ce que c'est la même plateforme qui fait les 2? Je sais pas, j'ai pas creusé les plateformes. Voilà, j'ai découvert ce sujet-là, je trouvais ça intéressant, je voulais le partager avec vous, qu'on puisse en parler ensemble. Mais si ça vous intéresse de rentrer plus en profondeur, faites une analyse fondamentale dessus et il y a peut-être des performances à faire, hein, dessus.